si nous étions majoritaires. Et il y a bien longtemps que ce n'est plus le cas. Je dis tout ça pour dire que je mets tout ça en relation avec la bague de Rachida Dati. Ce qui marche aujourd'hui, donc, ce n'est plus le travail de la pensée, de l'analyse, de l'intelligence, de l'ouverture. Je parle de la majorité, bien sûr. Il y a toujours des gens qui sont des clercs, comme au Moyen-Âge. Mais malgré tout, les analphabètes pullulent. Et je parle donc non pas comment dire, je ne parle pas de Rachida Dati, vraiment, je parle de la télé-réalité, en réalité. C'est-à-dire que, et je mets d'ailleurs ça en rapport avec en transparence, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut que la chose soit vraie, pour qu'elle marche, bien sûr, pour qu'elle ait un quelconque intérêt. Donc, dès que c'est lointain, fictionnel, rêvé, concerté, ciselé, ça ne marche plus, ça n'est plus ça qu'on veut. On veut se voir nous-mêmes, on veut une immédiateté, on veut quelque chose de mécaniquement face à soi-même. Mais donc la réalité, simplement cette réalité-là, il faut l'arranger un peu. Parce qu'elle ne peut pas tenir telle qu'elle non plus. Vous savez bien que quand il y a écrit « vu à la télé », c'est plus vendeur que quand il n'y a pas écrit « vu à la télé ». Je ne vois pas en quoi le produit serait meilleur, mais il a été vu à la télé, donc il est meilleur, puisque c'est vrai qu'il était à la télé, et il est vrai que ça me revient dans la réalité, ça transforme la réalité d'avoir vu la réalité. Et donc je mets ça en rapport parce que, au fond, ne vouloir que voir soi-même, sans altérité, sans ouverture, sans imagination, justement, sans essayer de lire partout ailleurs que là où on est, parce qu'après tout, mai 68 nous a appris aussi, pas mai 68 seulement, vraisemblablement de gros géants comme Marx ou Freud, nous ont appris à ne pas nous contenter de ce que nous voyions. Là, vous croyez que c'est comme ça, mais non, c'est pas comme ça. Hein. Vous croyez que, mais non, c'était sexuel. Vous croyez que, mais non, c'était économique, etc., etc. Or, le vous croyez que, mais non, ça n'existe plus. C'est ça. Hein. C'est ça que j'appelle la réalité mécanique face à laquelle nous sommes. Mais il faut la changer un peu, légèrement, pour un peu comme le silence qui est né de ma question « Y a-t-il trop de juifs ?» Il faut la changer légèrement parce qu'il y a des choses qui sont acceptées et des choses qui ne sont pas acceptées par la majorité. Je mets ça en rapport avec un monsieur qui, un jour, m'arrête dans la rue et me dit « C'est pas moi qui vous ai vu hier à la télé ?» Et évidemment, je ne savais pas. Mais la réalité l'avait déréalisé. C'était tellement la réalité qu'il voyait tout le temps à la télé que lui-même n'était plus sûr d'être aussi réel que ce qu'il voyait. Je pense que c'est en ce moment ce qui se passe. Et c'est pour ça que mai 68 est impossible aujourd'hui. Parce qu'on ne peut plus imaginer quoi que ce soit, même si on veut que l'imagination arrive au pouvoir, mais on ne peut plus imaginer quoi que ce soit pour la bonne raison que nous ne sommes pas encore quelqu'un. Il faut bien être quelqu'un pour pouvoir agir et imaginer, par exemple. Alors, la démagogie va évidemment... Enfin, la démagogie, tous ces mots sont pipés, bien sûr, hein, je mets ces mots entre guillemets, mais cette espèce de caricature de démocratie va très très loin. Par exemple, hier encore, je parlais avec un acteur et il me dit... Cet acteur, très très de bonne foi, hein, il faudrait que le théâtre dépense moins et pense plus, hein, Daniel. Pense plus, on est tous d'accord, mais dépense moins. C'est simplement qu'il avait intégré le discours de l'ennemi, au fond. Il avait intégré ça, c'est-à-dire que ça se dit tellement. Vous savez que le théâtre, ça coûte des cacahuètes à côté de n'importe quelle dépense débile que fait l'État ou que font les collectivités publiques tous les matins. Mais ça n'empêche pas qu'il avait intégré ça. Il n'était pas loin de « y a-t-il trop d'artistes » au fond. C'est aussi de ce que nous avons inventé, parce que mai 68 a créé beaucoup de choses, a créé Libé et a créé Canal+, au fond. C'est-à-dire, voyons sous les jupes de la dame. Alors on pourrait dire, ben c'est formidable, on s'intéresse au processus et non pas au résultat. Avant on avait le spectacle, maintenant on voit comment est fait le spectacle. Parfois c'est une caricature, vous avez remarqué que toutes les émissions concernant le théâtre, c'est-à-dire une tous les 8000 jours, on voit un metteur en scène qui pousse la porte du théâtre et puis après on voit des acteurs en train de se maquiller dans la loge. C'est le comble de l'imagination, c'est-à-dire que c'est toujours comme ça, c'est réglé comme du papier à musique, c'est pour montrer ce qu'il y a derrière. Donc montrer rien du tout, mais montrer ce qu'il y a derrière. C'est le désir de montrer ce qu'il y a derrière, ou de montrer ce qu'il y a dessous. Ça, c'est très très bien, mais au bout d'un moment, évidemment, on ne montrera plus
Zidane, mais le type qui balaye le vestiaire, on ne montrera plus. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Hein. Vous avez des pages dans l'IB où il y a... Et on dit c'est la démocratie, merde. Enfin, pourquoi Zidane serait-il plus important que le type qui balaye le vestiaire, merde, enfin? Et pourquoi le fait de voir les acteurs se maquiller ne vaudrait pas le spectacle? Oui, mais voilà, dans les émissions sur le théâtre, par exemple, on voit les acteurs se maquiller, mais on ne voit jamais le spectacle. C'est-à-dire que ce pourquoi il existe des artistes ne compte pas. Ce qui compte, c'est comment ils font les artistes, quoi. Autrement dit, c'est le social et non l'artistique qui intéresse là. Nous sommes donc KO devant ce social-là. D'ailleurs, la seule question est combien gagne un acteur, enfin, etc., etc., et non pas qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait ça. On pourrait imaginer, par exemple, que Rimbaud, enfin, moi je veux bien l'imaginer, que Rimbaud écrivait une saison en enfer sans trop se préoccuper de savoir s'il avait un éditeur et combien il allait gagner. Mais aujourd'hui, c'est proprement impossible. Et même avoir la nostalgie d'une possibilité de faire comme Rimbaud est un discours de classe. C'est un discours de riche, de nanti, de privilégié. Enfin bon, oui, d'accord, toi tu dis ça, Daniel, parce que tu gagnes à peu près ta vie, mais tu sais bien qu'il y a des gens pour qui c'est capital. Et c'est le mot d'ailleurs. Et bien sûr, simplement, même pauvre, moi je pensais ça, même sans un rond. Autrement dit, ce n'est pas une fatalité que d'imaginer que ce rapport économique entraîne quelque chose d'idéologique à ce point-là. Ce n'est pas obligatoire. Je vais essayer de terminer parce que j'ai plein de choses à dire, mais je l'ai dit dans le désordre, alors évidemment ça ne marche pas bien. Pour moi, en tout cas, le comble de la démagogie vient aussi, je crois, à commencer quand on a essayé d'adapter les discours aux personnes. Et je considère ça presque comme un racisme. C'est-à-dire, j'entendais des gens de très bonne foi expliquer que, par exemple, dans les CET, ça n'existe plus maintenant comme ça, mais c'était les collèges d'enseignement technique, des gens qui allaient devenir ensuite ouvriers, on disait, mais attendez, on va quand même pas leur enseigner Chateaubriand, enfin franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent de Chateaubriand? Et on enseignait des textes qui correspondaient à ce qu'on imaginait qu'ils pourraient être et qui pourraient leur servir. C'est le début de l'horreur. C'est l'inadaptation qui fait la liberté des gens. C'est précisément parce qu'on enseignerait Chateaubriand, qui ne sert à rien pour être tourneur-fraiseur, qu'alors on a un homme, qui d'autre part est tourneur-fraiseur, mais un homme, et non pas un tourneur-fraiseur. C'est tout, pas un homme, un tourneur-fraiseur. Et ça venait de la gauche, ça. Ça venait des bonnes idées. Au contraire même, on aurait pu penser que enseigner Chateaubriand, c'était gaulliste, c'était avant, c'était ce qu'il fallait plus faire. Peut-être que c'était ce qu'il fallait vraiment faire, justement. Je dis ça fort de, puis je terminerai là, fort de mon expérience non pas de professeur, mais d'homme de théâtre. Le théâtre est l'art du discours indirect. Tout discours direct, en ce moment nous faisons des discours directs, ou à peu près directs, on fait un peu les malins, Daniel, comme dites-moi, parce qu'on entend bien que vous rigolez de temps en temps, etc. Mais c'est quand même un discours direct, on est sur des... La scène n'est pas une scène, c'est une estrade, ou c'est une estrade. Mais... c'est un podium même peut-être. Mais la scène elle-même, c'est-à-dire un endroit clos qui n'existe pas, qui n'a aucune dimension normalement, mais qui a des dimensions pour les besoins du corps qui évolue, mais en réalité, mentalement, c'est comme un point, ça n'a pas de dimension, une scène. Cet endroit-là, impossible, imprenable, eh bien, peut-être que c'est lui le secret, ou en tout cas une métaphore du secret. C'est-à-dire le discours indirect. C'est-à-dire que, au fond, on s'ajuste en route, en cours de route. On ne sait pas trop ce qui se dit. On ne sait pas trop ce qui se dit, mais on s'adapte. Cette parole-là flotte. Elle n'atteint pas directement sa cible. Et je pense que c'est ce qui manque aux hommes politiques d'aujourd'hui, c'est qu'ils y croient. Ça, c'est un grave danger. Ils y croient vraiment dans tous les sens du mot croire, c'est-à-dire qu'ils y croient comme des ayatollahs, même quand c'est doux, même quand c'est soft, même quand c'est laïque, mais c'est quand même de la foi. Ils croient à ce qu'il dit. Ils croient à ce qu'il dit, non pas qu'ils mentiraient pas, ils mentent tous, d'ailleurs on l'a entendu, en toute authenticité veut dire je suis aussi un menteur, mais de manière incantatoire, je vous dis que j'essaie de ne pas mentir, etc. etc. L'incantation d'ailleurs vient sans cesse, dans ces discours-là. J'entends parler par exemple de résistance, le mot résistance. Partout on entend dire mais nous serons un pôle de résistance, mais nous sommes la résistance. Les gens qui disent ça en général sont ceux qui résistent le moins. Un tout petit souffle et ils tombent. Mais ils parlent de résistance. De la même manière, on parle de mémoire. C'est les plus oublieux du monde, les plus amnésiques du monde. Et ils parlent de mémoire sans cesse.
de populaire, de théâtre populaire, par exemple, en ce qui concerne le théâtre. Et évidemment, c'est absolument grotesque parce que ce sont les personnes qui acceptent que même un spectacle de, mettons, Robert Hossein aura beaucoup moins de spectateurs que l'émission d'Arte la plus élitaire de la journée. Mais ça n'empêche pas qu'on parle de théâtre populaire. C'est là où c'est le moins populaire qu'on parlera le plus de populaire, etc., etc. Donc nous sommes dans l'incantation permanente. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une mauvaise foi, que les gens y croient. Ce ne sont pas des menteurs pour autant. Ils mentent un peu, ils sont roublards, ils sont malins, mais pas tant que ça. Ils y croient. Et le problème, donc, c'est cette foi-là. Le théâtre apprend à se désengluer, à se décoller de nous-mêmes. Il faudrait donc plus de discours indirects et plus de vigilance sur les totems, les nouveaux totems, issus sans doute aussi de la gauche.